Onaya Negos, qui est le nouveau nom de OpenPro pour ceux qui n'avaient pas encore suivi, qui n'ont pas eu l'information. Il y a beaucoup de nouveautés sur la version 15. Il y a des choses qui vont être peut-être des rappels pour certains. Pour ceux qui prennent en main le logiciel Onaya Negos OpenPro ou qui ne sont pas encore déployés en production avec le logiciel. Il y aura peut-être un peu de redite aussi pour ceux qui l'utilisent depuis la V13 ou la V14. Voilà, on va détailler chacun des points ensemble. Et le sujet, c'est vraiment de vous donner des astuces, des tips, quelques fonctionnalités clés pour que vous puissiez voilà, optimiser le logiciel que vous utilisez aujourd'hui au quotidien, notamment sur les stocks, les achats et toute la partie rentabilité. Et on finira par une partie statistique assez poussée pour vous montrer l'étendue des possibilités au niveau des statistiques dans Naya Negos. Donc, c'est découpé en quatre grandes parties. La première, c'est optimiser la gestion des stocks et des inventaires. Ensuite, c'est simplifier et fiabiliser tout ce qui est commande d'achat. On va avoir quelques nouveautés en version 15 notamment. Ensuite, on va regarder comment structurer sa base article et maîtriser les conditions tarifaires. Des nouveautés notamment pour générer des conditions tarifaires à partir d'un devis. Et comme je vous le disais, on va finir par tout ce qui est exploitation en fait, des statistiques. Euh, Encore une fois, dans une optique voilà, de prendre des décisions qui sont éclairées à la fois sur les stocks, sur les articles, sur les clients, sur les fournisseurs, sur la fréquentation du dépôt. Il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont disponibles en standard dans Maya Negos. Donc en premier, sur la partie stock et inventaire, je ne peux pas commencer sans parler du classement ABC, puisque c'est un des outils les plus utiles lorsqu'on parle d'optimisation, que ce soit des articles, des clients ou des fournisseurs. Juste pour rappel, le classement ABC, c'est basé sur la loi de Pareto, d'accord? La loi de Pareto, elle dit qu'il y a 20% de vos articles qui représentent 80% pardon, du chiffre d'affaires. L'objectif, c'est vraiment de classer les produits en trois catégories. Là, on va se concentrer uniquement sur les articles, mais ça va aussi sur les clients et sur les fournisseurs. Dans le logiciel, il y a le résultat qui est là dans la colonne jaune. Et pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser le logiciel, ils savent que la colonne, lorsqu'elle est de cette couleur-là, c'est qu'elle est saisissable. Là, c'est vraiment l'écran de résultat de calcul. Il dit voilà, les produits qui sont A sont des produits qui sont à forte rotation, qui représentent justement cette part importante du chiffre d'affaires. Les produits qui sont en B sont des produits qui sont de rotation moyenne, mais qui génèrent une part quand même significative des ventes. Et les produits AC, c'est tout l'inverse, c'est des produits qui sont à faible rotation, qui sont souvent stockés en excès et qui impactent la trésorerie. Ok. Ceux qui n'utilisent pas encore le classement ABC, je vous invite fortement à l'utiliser, hein. C'est disponible depuis la version 13. Il a bien évolué aujourd'hui sur la version 15. C'est vraiment un outil puissant pour la gestion des stocks qui permet de classer les articles hein, de A, B ou C. Euh, et donc, ça permet d'identifier quels sont les articles qui sont stratégiques que vous devez toujours avoir en stock. On verra juste après pour la partie commande d'achat, en quoi aussi le classement ABC est important pour aller récupérer des articles où je sais que je peux me permettre de stocker parce qu'ils ont une forte rotation. Donc, je peux me permettre voire même de surstocker ces articles-là. Par exemple, là, vous avez, je sais pas, des tuiles qui sont en classe A, qui sont les articles les plus vendus, et vous avez peut-être des modèles de carrelage qui sont en classe C, qui sont en stock depuis plusieurs mois. Donc ça permet déjà d'ajuster le stock et de prioriser les articles, limiter l'approvisionnement des articles qui sont classés, voire même de faire des opérations peut-être de promotion ou de déstockage. Ok. Une des nouveautés aussi dans le calcul du classement ABC, c'est la réinitialisation des stocks mini et des stocks maxi. Donc juste pour rappel, le classement ABC est calculé tous les mois. Et donc il y a certains articles qui passent en sans affectation au niveau du classement ABC, puisqu'il n'y a pas eu d'opération dans le sens où il n'y a pas eu de mouvement de stock, ni d'entrée, ni de sortie sur ces articles-là. C'est-à-dire, j'en ai pas acheté, j'en ai pas vendu. Du coup, il repasse à zéro, dans le sens où il passe en sans affectation tous les mois. C'est nécessaire, en fait, du coup, de pouvoir indiquer qu'on souhaite réinitialiser les stocks mini et les stocks maxi et la MCM des articles qui sont concernés. Et donc, pour ceux qui ont l'habitude de l'utiliser, c'est dans calcul et affectation du classement ABC, hein, dans statistique classement ABC, où une fois que j'ai choisi mon type de calcul, donc c'est-à-dire les articles, les clients ou les fournisseurs, ma période de référence, c'est-à-dire la période sur laquelle je veux faire mon calcul, je peux lui demander au logiciel de réinitialiser mes stocks. Ok. Toujours concernant les stocks, une des nouveautés aussi, ce sont les articles de substitution. Alors, peut-être que vous utilisez déjà les articles de substitution dans le sens où
Sur la fiche article, vous avez déjà indiqué quel est votre article de substitution pour, là ici, je suis sur une boîte de dérivation. Au cas où j'en ai pas, eh ben, j'ai un autre article. Il y a une nouveauté qui est de proposer systématiquement cet article de substitution lorsque je suis en saisie des ventes et que mon stock est insuffisant. Là, typiquement, vous êtes au comptoir, votre client ou que ce soit un professionnel ou un particulier vous demande un article, soit vous en avez plus ou en tout cas plus en quantité suffisante par rapport à la demande qu'il a. Le logiciel va vous proposer automatiquement cet article de substitution. Ok. Idem lorsque vous avez dans l'autre sens un fournisseur qui arrête la production d'un certain type d'article, par exemple typiquement le carrelage, on peut reprendre le même exemple. Plutôt que de perdre les ventes, vous pouvez configurer un modèle équivalent lors de la sélection en commande. Ok. Et donc cette nouveauté, entre guillemets, de proposer l'article de substitution, il est lié aussi au classement ABC, puisque pour certains articles qui sont en fin de vie, on indique un article de substitution et on utilise ces données-là pour calculer le classement ABC. C'est-à-dire, on prend en compte ou pas la notion d'article de substitution dans le calcul du classement ABC. Ensuite, une des nouveautés aussi de la version 15, c'est l'affichage, pardon, des stocks mini et des stocks maxi. Et là, je suis en consultation de tarifs ici. Donc, on peut afficher en temps réel les seuils de stock mini et les seuils de stock maxi. C'est une visibilité qui est quand même cruciale hein, pour pouvoir anticiper les pénuries et les surstocks. Donc là, ça permet maintenant d'ajuster les réapprovisionnements selon les fluctuations de la demande pour éviter justement ces situations de rupture qui peuvent coûter cher en termes de délai et de clients perdus. Donc là, avec 15, voilà, vous pouvez visualiser directement les stocks mini, les stocks maxi et les prix associés. Voilà, c'est essentiel aussi, on l'a mis dans la partie tarif parce que ça permet aussi d'adapter les tarifs en fonction de la disponibilité et des tendances du marché. Donc là, je suis dans tarif, consultation de tarif. Je vois qu'il y a déjà des questions sur le classement ABC. Le calcul dynamique pour ABC, est-ce qu'on peut affecter manuellement dans une catégorie? Alors oui, je vais vous montrer juste après comment affecter manuellement, changer manuellement, pardon, le classement ABC. Le classement ABC et son calcul sont par dépôt de stock ou général. Alors, calcul du classement ABC, c'est par dépôt. Je vais vous montrer directement dans le logiciel. Hop, alors, je vais juste repartager cet écran-là. Hop, partager. Voilà. Donc là, je suis dans Onayanego. Je vais vous montrer directement. Après, on reviendra sur le support, mais dans classement ABC, calcul et affectation. Je reprends. Donc là, comme je vous disais juste avant, je peux faire les articles, les clients, les fournisseurs. En l'occurrence, là, je vais rester sur les articles. J'ai ma période de référence qui est pas mal, là, sur un an. Et j'ai ce fameux bouton-là là, pour réinitialiser les stocks mini et les stocks maxi. Je ne vais pas le faire pour l'exemple. J'ai un deuxième écran sur lequel je peux aller chercher uniquement un code article, uniquement un niveau de plan de vente, un critère, un fournisseur ou un niveau de classement ABC. Encore une fois, je l'ai ici. Je peux aller recalculer que les A, que les B, que les C ou aller chercher que ceux qui sont non classés. Par exemple, si j'ai réinitialisé les stocks, c'est bien d'aller rechercher ceux qui n'étaient pas classés. Là, je vais faire continuer. Il va me prendre un peu de temps de traitement pour pouvoir aller chercher. Alors, ma base n'est pas énorme, donc ça devrait quand même être rapide. Et il va me donner le résultat du classement ABC, qui est la copie d'écran que je vous ai mis juste avant dans le support. Et donc là, en l'occurrence, j'ai un certain nombre d'articles qui sont en A, en B et en C, et puis j'en ai beaucoup qui ne sont pas classés. Ici, ils ne sont pas cochés, hein. Par défaut, ici, je vois 10 articles de la classe A, 7 articles de la classe B, 8 articles de la classe C, et j'en ai plus de 30 000 qui ne sont pas classés. Ok. Et effectivement, je peux, c'était la question, pouvoir affecter manuellement dans une catégorie. En fait, ici, ce que je vous disais, en fait, toutes les colonnes qui sont en jaune dans le logiciel sont saisissables. Ici, je peux dire, bon, finalement, celui-là, il est en B. Ok. Bon, ça nécessite de le valider, mais vous voyez ici, dans uniquement les classements modifiés, j'ai un 1 qui est apparu puisque je viens de le modifier. Ok. Donc ça, après, il y a plusieurs possibilités. Alors, il y a le détail du calcul, et je ne vais pas rentrer dedans parce qu'on pourrait y passer des heures sur le détail du calcul du classement ABC. Ça reprend juste ce qu'il faut retenir, c'est la loi de Pareto des 20-80, mais vous pouvez intervenir pour dire, bah, chez moi, c'est plutôt 90-10 ou 70-30, ça c'est possible. Et je peux exporter par Excel pour pouvoir retravailler ces données-là. Ok. Donc là, si je valide, là, je suis au bout, il me dit, voilà, il y a des fiches articles dont le classement a été modifié par un utilisateur, est-ce que vous êtes sûr? Donc là, je lui dis oui, parce que là, je sais ce que je viens de faire, c'est bon. Ok. Bon, je vais revenir sur le support. Hop, le temps qu'il finisse le calcul. Et on répondra s'il y a d'autres questions, on y répondra en fin de présentation. Voilà, c'était juste pour finir sur le classement ABC. Ensuite, eh ben, concernant les inventaires, il y a deux nouveautés aussi. C'est pouvoir éditer les codes barres et le zonage.
Donc là, je suis soit en impression pour inventaire ou en saisie d'inventaire. Je l'ai dans les deux côtés. Donc là, en fait, la gestion de stock, elle est simplifiée avec la possibilité du coup d'éditer soit des codes barres ou des zonages d'articles. Donc pour rappel, quand même, le zonage, c'est pour ceux qui n'utilisent pas les emplacements, hein. Vous pouvez définir des zones, des zonages dans Onaya Negos et des zones d'inventaire, des zones de stockage. Et vous pouvez éditer du coup maintenant au niveau des inventaires ces zonages-là. Ok. Donc ça, on a à la fois l'optimisation pour la préparation de commandes. On va pouvoir préparer par zone et réduire ses erreurs de picking. Et aussi, enfin, c'est-à-dire au bout du flux, dans le sens pour les inventaires. Ok. Je vous ai sorti deux exemples à quoi ça ressemble l'édition de zonage et par emplacement. Une des nouveautés aussi, c'est qu'on peut imprimer les codes barres sur les états. Ok. Donc là, en l'occurrence, c'est pour ceux qui n'utilisent pas les terminaux mobiles, qui font encore, entre guillemets, des inventaires papier, hein, qui sortent des listes à inventorier. Vous donnez ça à quelqu'un qui va aller compter. Bon, je vais pas rentrer trop dans le détail sur l'inventaire. Normalement, tout le monde sait comment fonctionne l'inventaire. Vous pouvez imprimer cet état-là avec ou pas l'emplacement. S'il n'y a pas d'emplacement, on peut du coup imprimer le zonage. En l'occurrence, ici, là, je vois ici, hein, c'est le zonage, c'est celui-là sur le zonage. Ici, je vois toutes les allées sur le zonage. Et je peux aussi éditer ou non le résultat final. Parce qu'on connaît ceux qui font des inventaires. Parfois, ça arrive, hein, surtout si vous prenez, je sais pas, des intérimaires, des gens, ils sont pas de la société parce que vous avez besoin de renfort pour faire, pour compter. Peut-être que des fois, ça leur arrive de tricher, entre guillemets, dire, voilà, là, tu es censé en avoir 15, ils écrivent 15 et ils passent au suivant. Donc souvent, quand même, on édite pardon, les fiches d'inventaire sans le résultat attendu. Voilà. Et après, on fait des modifs, soit avec les terminaux, soit directement dans Aya Negos. Et un deuxième état aussi qui est disponible, c'est l'état des consommations. Là, ici, je suis dans achat et approvisionnement, état de stock pour achat. Ça, c'est un nouvel état de consommation qui permet de visualiser l'historique des mouvements de stock. Ça, c'est très important aussi. Ça donne une vue complète de l'utilisation des stocks sur une période donnée. Encore une fois, on peut choisir la période. Et ça permet de prendre des décisions du coup concernant les réapprovisionnements. Voilà, on anticipe mieux les besoins futurs, on ajuste les commandes en fonction des consommations réelles. Je vous en ai édité un aussi. Voilà, c'est un état standard du coup maintenant qui est fourni, qui s'appelle état des consommations, où je peux voir au mois le mois les consos, en tenant en compte aussi des consos exceptionnels. Et là, je suis produit par produit, hein. Vous voyez, là, je suis de la peinture, des ampoules. Voilà, je peux voir l'état de mes consommations. Alors, des fois, c'est à zéro, hein, mais je peux voir l'état de mes consommations de l'ensemble de mes articles. Et aussi, je peux, alors, déjà choisir un fournisseur et inclure ou pas les articles qui sont hors gamme, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui gèrent les articles gamme et hors gamme. On peut éditer aussi, notamment, bah là, ça permet de dire, bah, est-ce que j'ai des articles qui sont aujourd'hui considérés comme hors gamme, mais quand je sors mon état des consommations, je vois qu'en fait, c'est un article que je vends presque tous les mois. Peut-être que ça vaudrait le coup que cet article-là, en fonction bien évidemment du volume, hein, des consos, en tenant en compte ou pas des consos exceptionnels, mais peut-être que ça vaut le coup de passer cet article-là dans la gamme. Parce que voilà, ça me permet d'aller demander au fournisseur, d'aller négocier un tarif différent et de renseigner et de dire, bah voilà, cet article-là, maintenant, il est dans mon plan de vente, il est dans mon catalogue. Je n'y touche plus, c'est plus du hors gamme, voilà, c'est un produit qui tourne, je le mets chez moi en gamme. Voilà. Alors, la question tout de suite, c'est où peut-on avoir le document d'état de consommation? Alors, je dis, c'est dans achat, réapprovisionnement, état des stocks. À chaque fois, dans le support, je vous mets le lien pour pouvoir le trouver dans le logiciel. Demain, quand vous pourrez regarder les replays, vous pourrez reprendre la vidéo et retrouver facilement de quel endroit je parle. Voilà, achat, réapprovisionnement, état des stocks. Et en fait, vous avez, par défaut, vous arrivez sur le premier onglet qui s'appelle état des stocks pour achat et vous en avez un nouveau, là, donc en V15, hein, je parle, il faut être en V15. État des consommations. Vous n'êtes pas en V15, vous ne devez pas l'avoir. Je ne sais plus si vous êtes en V15 ou pas. Mais en V15, vous avez du coup là ce nouvel état qui s'appelle état des consos. Vous cherchez le fournisseur, vous mettez les gammes ou hors gamme, vous cliquez sur imprimer et vous avez cet état-là. C'est un état standard pour le coup. Donc, toujours concernant la partie consommation, gamme, hors gamme, je le mets, je le prends fournisseur, je ne prends pas fournisseur. Il y a une des nouveautés aussi sur la réception de marchandises, hein, la réception des commandes fournisseurs, qui est d'affecter la totalité, pardon, de la quantité réceptionnée à la vente si une commande est affectable. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est, je suis en réception de marchandises, typiquement, avec terminal ou pas terminal, hein, mais voilà, ça reste une étape critique. L'erreur, voilà, peut impacter toute la chaîne logistique, dans le sens, toute la préparation et la livraison pour les commandes. Avec la V15, en fait, on peut affecter la quantité réceptionnée directement à la quantité client. Ok, c'est une espèce de réservation, c'est-à-dire je le reçois.
Si je n'ai pas fait le lien, parce que voilà, si c'est fait, j'ai fait tout le flux, j'ai fait devis, commande, client, ma commande client a généré une commande fournisseur. Quand je fais la réception, il récupère bien, il fait bien le lien. Mais ça peut arriver de ne pas l'avoir. Lorsque je suis en réception, j'affecte. C'est-à-dire, la commande fournisseur, elle arrive avec une quantité soit supérieure, on va le voir juste après, il y a aussi des nouvelles possibilités pour affecter la quantité supérieure. Je pense à notamment ceux qui travaillent dans le bois. Vous commandez 10 mètres linéaires et vous en recevez 11. Qu'est-ce que vous en faites du, du mètre linéaire supplémentaire? On va voir maintenant, il y a des astuces pour ça dans Onaya Négoce pour le faire. Donc, j'ai une quantité supérieure et ça permet au fait d'affecter immédiatement l'excédent à une commande client qui est en attente. Voilà, c'est une case à cocher qui permet d'automatiser cette affectation et du coup d'assurer pardon, la traçabilité complète des stocks qui sont entrants. Typiquement, je lui dis, l'exemple, j'ai un client qui commande une charpente de, je sais pas, 10 mètres cubes. Au final, le fournisseur il vous en envoie 11. Souvent, c'est lié à la découpe. Et ben, lorsque vous recevez les 11 mètres cubes, voilà, le client, la commande client n'est pas impactée. Ça me fait une bonne transition pour parler des commandes d'achat, donc les commandes fournisseurs. Il y a plusieurs astuces. Il y en a une qui existe depuis un petit moment, mais je voulais quand même refaire un point dessus, donc qui existe depuis la V14, ça, si je dis pas de bêtises, qui est la partie simulation de proposition de commande. Je voulais repasser dessus, parce que je me suis rendu compte qu'il y a quand même peu de gens qui l'utilisent encore aujourd'hui. C'est quand même un super outil. En fait, vous êtes, lorsque vous faites votre proposition d'achat, donc je dis, soit vous faites une commande vente qui génère une commande d'achat, soit vous en faites une simple, dans le sens seule, ou vous en faites une groupée, c'est-à-dire une fois que vous avez atteint le franco de port et le minimum de commandes, ça c'est pareil, on y reviendra après. Vous avez peut-être une personne qui est acheteur, en tout cas qui a ce rôle d'acheteur qui passe la commande pour tout le monde. Mais on voit aussi qu'il y a des clients, beaucoup d'entre vous, vous avez des vendeurs comptoirs qui ont aussi un rôle d'acheteur, qui ont la main, qui ont les droits, entre guillemets, pour pouvoir passer leurs propres commandes, pouvoir faire leur propre réapprovisionnement. Et là, en fait, dans la partie simulation de commande, on peut aller récupérer un certain nombre d'éléments, notamment des nouveaux articles pour vérifier qu'on atteint soit le franco de port, soit le minimum de commandes. Et encore une fois, là, c'est très intéressant aussi de récupérer le classement ABC, puisque là, typiquement, là, voilà, dans mon exemple, j'ai une commande client, une commande, pardon, fournisseur à passer. Je n'ai pas atteint le franco de port. Je vais aller faire une simulation, voilà, sans quitter ma proposition de commande, hein, ça mémorise tout. Je fais une simulation, je dis, voilà, est-ce que si je rajoute cet article-là, plus cet article-là dans telle quantité, ok, là, c'est bon, j'ai atteint mon franco de port. Je peux valider ma simulation, du coup, ça annule et remplace la première proposition. Ou bah non, ça, c'est pas bon. J'arrive pas à atteindre le franco que je veux, donc je supprime et je laisse ma commande comme elle est. Et c'est là aussi que je vous disais que le classement ABC est très intéressant, puisque tous les articles qui sont en classe A, je peux aller les récupérer et dire, ceux-là, je sais qu'ils ont une forte rotation, je sais que je peux me permettre de les stocker, voire de les surstocker. Et allez, je vais les mettre dans ma commande fournisseur, c'est le même fournisseur, je les prends, c'est bon, j'atteins mon franco, j'atteins le minimum de commandes et je peux la valider. Ok. Dites-moi en commentaire là, si ça vous intéresse que je vous fasse une démo en live de la partie simulation de proposition de commande. J'ai déjà fait plusieurs fois dans plusieurs webinars, mais je peux la refaire si ça vous intéresse de revoir en live comment marche une simulation de proposition de commande. Donc là, juste pour vous montrer, là, je suis en mode simulation. Donc là, imaginons, je reviens juste sur l'écran précédent, il me dit, voilà, voulez-vous simuler une proposition? Typiquement, je suis là, je suis en mode simulation, et je vais aller ici ajouter des articles, ok? Et récupérer mes articles en A, B ou C. Donc là, il me dit ici, il y a une présence de commande client dans l'entête. Il me donne la possibilité de mettre un taux de majoration du délai fournisseur, la possibilité d'avoir des alertes s'il y a des prix spéciaux. C'est forcément une aide à l'atteinte du franco de port et du minimum de commande, hein. Vous les avez en rouge d'afficher. Alors, ça nécessite forcément qu'ils soient renseignés dans la fiche fournisseur, mais ça, je pense que vous avez l'habitude de le faire, de renseigner votre franco de port ou le minimum de commande dans la fiche fournisseur. Donc, ça apparaît en rouge tant que c'est pas atteint. Le mode simulation pour compléter une commande, la prise en compte du conditionnement facultatif, ça aussi vous savez très bien comment ça marche, je ne vais pas revenir dessus sur les conditionnements facultatifs. Des informations articles, avec la possibilité d'éditer des graphiques dans le sens statistique de vente en tenant compte aussi des ventes exceptionnelles, puisque le premier indicateur qui est le plus intéressant, c'est effectivement le classement ABC, savoir qu'est-ce qui tourne, mais je peux aussi l'avoir au niveau des ventes et peut-être voir aussi les ventes exceptionnelles sur un article. Voilà, si je prends n'importe quel article ici qui est dans ma base, je peux avoir un détail sur qu'est-ce qui s'est passé sur cet article-là. Il m'affiche aussi forcément le dernier prix d'achat, le dernier prix de vente et l'historique, très important. Et je peux aussi modifier le tarif d'achat et saisir un commentaire à destination du fournisseur. Pour le coup, c'est assez complet dans la partie simulation.
On veut bien une démo. Je m'en doutais que vous allez bien voir une démo. Ça m'arrange. J'espérais que vous disiez oui. Ok, alors je vous montre en live une mode simulation, proposition de commande. Je reviens sur mon écran. Voilà, donc là, il m'a mis à jour mes classements ABC. Je suis ici, achat, réapprovisionnement, proposition de commande. Je prends un fournisseur au hasard. Je ne sais pas trop ce que j'ai sur ma base, mais je vais en prendre un. Ici, déjà, je peux, quand je vous parlais d'appliquer le conditionnement facultatif, récupérer mes fameux articles A, B ou C dedans. Ok, donc je vais aller voir déjà si j'ai quelque chose chez Imeris. Voilà. Il va me calculer. Je lui laisse le temps de me calculer les articles à réapprovisionner. En l'occurrence, bon, pour ceux qui savent déjà comment ça marche, ceux qui sont en rouge, c'est que je n'ai pas atteint soit le franco de port, soit le minimum de commande. Ceux qui sont en vert, c'est OK. Bon, pour le coup, je ne vais pas prendre Imeris, puisque là, mes deux propositions, c'est OK. Je vais prendre celui-là, par exemple. Donc ça, ici, soit je peux double-cliquer, soit faire nouveau, ou aller modifier la proposition existante. Alors, je vais double-cliquer, ça va faire exactement la même chose. Donc là, en l'occurrence, je suis loin du franco, hein, enfin pas très loin en l'occurrence. Je vous disais, ça s'affiche en rouge, je suis à 411 euros du franco. Ok. Et mon total de la commande, il est à 788. Donc là, je peux faire ajouter. Et j'arrive ici, je vais le faire justement la simulation pour vous montrer en live comment ça se passe. Je peux faire simuler une proposition de commande. Et du coup, là, je suis en mode simulation. Bah là, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais aller chercher soit des articles que je connais, des niveaux de plan de vente que je connais, le plan de vente fournisseur, parce que je suis sur ce fournisseur-là en particulier, le classement ABC, qui est très intéressant encore une fois, ou le conditionnement facultatif, ok. Et bon là, en l'occurrence, je vais aller chercher des tuyaux. Alors, je ne sais pas si c'est exactement lui ce fournisseur. Tac, 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 je vais prendre celui-là et je vais lui dire de lancer la simulation. Hein, voilà. En l'occurrence, il n'en a pas trouvé chez lui, mais je peux en ajouter d'autres. Et une fois que j'ai fini, il me dit qu'est-ce que je veux faire. Parce que je dis, une fois que j'ai fini, soit j'ajoute mes articles, soit je complète ma simulation, soit j'annule. Ok. Et je fais ça jusqu'à atteindre soit mon franco de port, soit mon minimum de commande. Voilà. Bon, je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que je ne connais pas tous les articles de ce fournisseur-là, mais vous avez compris le principe. Voilà, je vais annuler. Voilà, je vais revenir sur mon support. Voilà, j'espère que c'était clair. On pourrait y revenir, hein, si vous avez besoin, enfin si vous avez des questions sur cette partie-là. Non, pour le coup, c'est très simple à prendre en main. Je vous dis, le mode simulation, je fais ajouter, j'ajoute tous les articles dont j'ai besoin jusqu'à ce que j'arrive sur une simulation qui me convienne et ça complète ma proposition de commande. Pour le coup, c'est très très simple. Mais je pense qu'effectivement, ça nécessitait une présentation live, c'est pour ça que je voulais proposer. Oui, ça c'est le dernier écran, je ne vous ai pas montré de statistiques. Donc, je vous disais juste avant, je peux avoir des statistiques sur mon article pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dessus. Bon, les informations générales, je les passe, je les connais par cœur. Par contre, dans les stats, effectivement, c'est important de voir si j'ai des ventes, voire des ventes exceptionnelles. Et il me donne un certain nombre d'éléments qui sont très intéressants. La moyenne des ventes, les ventes au mois de juin. En l'occurrence, là, j'ai fait une copie d'écran en juin. Là, je suis au 25 juin 2021, donc il me donne les ventes sur mon mois en cours. Quel est mon dernier achat? Quand est-ce que je l'ai réceptionné? Ma dernière vente, quand est-ce que je l'ai livré? Le nombre de clients qui sont concernés, en l'occurrence 12. Voilà, ça prend en compte ou pas les ventes exceptionnelles. Et ma vente exceptionnelle de juin 2025, j'en ai 13. Ok. En fait, là, j'ai tous les éléments de manière graphique pour savoir un peu la saisonnalité de mes ventes, pour savoir un peu ce qui s'est passé. Est-ce que, voilà, je dis encore une fois, est-ce que c'est un article avec de la rotation? Est-ce que c'est un article que je peux me permettre de stocker? Est-ce que c'est un article qui est dans ma gamme, qui est hors gamme? Voilà, j'ai un certain nombre d'informations pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour, encore une fois, quand on parle d'optimiser le RP, qui est quand même le sujet du jour, c'est aussi optimiser les achats, hein. Il y a optimiser les ventes, hein, pour faire des bonnes ventes, pour vendre au bon prix, vendre en bonne quantité. Mais on sait aussi très bien que le nerf de la guerre, ça reste quand même le stock et les tarifs. Mais ça reste quand même le stock d'avoir les bonnes quantités, de les acheter au bon prix, d'avoir les bonnes quantités en stock. Et ça, pour le coup, le mode simulation est très intéressant parce que ça permet de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas casser les propositions de commande. Ok. Comment identifie-t-on... Tac, tac, tac. Alors, une question, comment identifie-t-on les ventes exceptionnelles? Alors, c'est vous qui le dites dans le logiciel, vous paramétrez. euh, En fait, vous dites à partir de telle quantité si c'est de la vente exceptionnelle ou pas. Ok. Donc là,
On pourra revenir dessus aussi sur la partie vente exceptionnelle. Voilà. Ensuite, des impressions. Une nouvelle impression, c'est juste pour finir sur la partie achat, des contrôles sur achat. En fait, il y a deux nouveautés, des nouveaux champs qui permettent de consulter le prix standard hors taxe de l'article. Donc là, je suis dans achat, saisie des achats, article et après complément. Donc là, je suis vraiment dans une ligne d'articles, hein, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser le logiciel. Et j'ai un nouvel état qui est l'état des prix forcés. OK. Euh, il vous en ai imprimé un aussi, un état des prix forcés. Est-ce que je l'ai là, l'état des prix forcés? Non, je ne l'ai pas imprimé. On peut imprimer en fait uniquement les lignes avec un prix forcé et uniquement les lignes à prix forcé dont l'écart avec le prix facturé est supérieur à un certain pourcentage. C'est pour ça que je vous ai mis cet écran-là. Parce que ici, l'état des prix forcés, bon ça, peut-être que vous avez l'habitude de l'utiliser, hein, vous avez des modifications manuelles. Voilà, vous faites une modification du tarif par rapport au tarif catalogue. Et donc, on peut choisir de filtrer si l'écart est supérieur à un certain pourcentage. En l'occurrence, là, j'ai mis 5% pour l'exemple, mais ça peut être 1 ou 2%. Voilà. Voilà, si l'écart du prix de vente par rapport au prix de vente, on prend le prix de T1, ok, en pourcentage et au-dessus, voilà, à partir de ce moment-là, on prend les documents en compte. Et voilà, aussi, je voulais imprimer quand même. Là, je suis dans les impressions après achat. En l'occurrence, là, j'en ai un pour AMC 99. Et ça me donne aussi quel est l'utilisateur qui a fait ce prix forcé-là. C'est une espèce de. Enfin, ça, vous avez l'habitude de l'utiliser dans Naya Negos, c'est savoir qui a modifié quoi. Ça, c'est aussi une des grosses nouveautés. Ça a été beaucoup enrichi là en version 15 de savoir qui a modifié quoi à quelle heure. Ça me faisait beaucoup sur Ruby, hein, pour les clients qui étaient sur Ruby, qui ont migré sur Naya Negos. C'était une grosse demande aussi. C'était un petit peu léger sur la partie Open Pro Naya Negos. Donc ça a été quand même bien bien amélioré, bien enrichi en tout cas cette partie-là, pour savoir qui a modifié quoi à quelle heure. Ok. Je termine sur la partie réception des commandes fournisseurs, puisque là on a vu tout le flux, hein. Je gère mes stocks, je fais mon classement ABC, je passe une commande, une fois que ma commande elle est passée, bah, je la réceptionne. Euh, je reviens juste pour finir sur ça, parce que je l'ai introduit un tout petit peu tout à l'heure, vraiment très rapidement. Pouvoir affecter la totalité de la quantité réceptionnée à la vente si une seule commande est affectable. Ok. Je reviens sur mon exemple tout à l'heure où j'ai commandé 10 mètres carrés ou 10 mètres cubes et j'en ai reçu 11. Si j'ai coché cette case, pardon, je vous le montre en copie d'écran parce que je ne l'ai pas fait sur ma base celui-là, mais je vous montre, je vous ai fait quand même quelques copies d'écran pour vous montrer le flux. Donc là, je suis en réception d'une quantité supérieure à la quantité commandée et qui est liée à la commande client. Ce que je peux faire, c'est affecter cette quantité au client. En gros, voilà, je dis que vous avez commandé 10, vous en recevez 11, vous ne savez pas quoi faire. La planche a fait 11 mètres cubes ou 11 mètres carrés, et ben, vous l'affectez au client. En l'occurrence, ici, ça peut pareil pour des boîtes, hein, des boîtes de dérivation. Ici, j'en ai commandé 10. J'ai coché la case que je vous ai montrée juste avant. Quand je réceptionne, il me dit, oula, enfin, oula, il me dit la quantité, elle est supérieure. En l'occurrence, ici, ma boîte de dérivation, pardon, j'en ai reçu 11. Qu'est-ce qu'on veut faire? Donc là, si je lui dis oui, il m'affecte à la commande. Donc là, ici, je suis plus à 10, je suis à 11. OK. Ça marche sur tous les articles. À partir du moment où vous avez coché la case, vous faites une commande d'achat, vous réceptionnez une quantité supérieure, vous l'affectez à votre client. OK. C'est surtout utilisé pour le bois, parce que souvent, on a des écarts, alors, il y a des tolérances, hein, le bois ou même la découpe de câbles. On a des tolérances, je ne sais plus, de 2 ou 3%, peut-être des fois 5. Une marge de manœuvre sur cette partie-là. Et du coup, souvent, on affecte la quantité supérieure à la commande client, parce que c'est ce client-là, de toute façon, qu'on va livrer. Et enfin, je peux faire de la réservation d'articles. Donc là, c'est pareil, j'ai une nouvelle case dans fichier paramètres dépôt achat. Proposer une réservation parmi les commandes d'achat existants. Alors ça, à utiliser avec parcimonie. Comment ça fonctionne? Donc j'ai un stock qui est disponible qui est insuffisant, mais j'ai un stock prévisionnel qui est en attente. On peut, avec la V15, automatiquement réserver l'article dans la commande fournisseur ou la demande de marchandise. Demande de marchandise, ça veut dire on demande des sessions depuis un autre dépôt. Ça permet de sécuriser les ventes sans commander des volumes un peu inutiles, en fait, hein. Donc, encore une fois, on est sur l'optimisation de l'ERP, meilleure gestion de stock, moins de rupture, optimisation des coûts d'approvisionnement. Je vous donne un exemple concret. Vous avez un client qui commande, je sais pas, 100 palettes de béton.
Mais vous, vous en avez que 50 en stock. On va pouvoir détecter en cochant ça que on a une commande fournisseur en attente, je ne sais pas, peut-être de 500 sacs, et de réserver vos 50 manquants. OK? Et là, vous avez vos quantités de sang. Et donc, vous avez ce message-là qui vous dit, alors je suis en saisie des ventes, hein, je l'ai collé sur cet écran-là, mais c'est pas du tout ici, c'est dans la saisie des ventes, hein, dans le sens de la saisie d'un bon. Quand vous avez coché cette case-là, que vous êtes en saisie des ventes, il vous dit, il y a un approvisionnement de l'article. Donc, là, c'est mon article 91. Est-ce que vous souhaitez réserver l'article parmi une commande fournisseur ou une demande de marchandises? OK. Hum, hum, hum. C'est quoi la question? Peut-on voir le stock d'un autre dépôt et l'affecter? Ah oui, oui. Alors, on peut le voir un peu partout, le stock d'un autre dépôt. Donc, il faudra que vous me précisiez la question sur quel écran vous voulez voir le stock d'un autre dépôt, parce que je peux le voir un petit peu partout, notamment en vente. En l'occurrence, ici, là, sur cet article-là, je peux aller voir, enfin, sur la saisie des ventes, ici, je peux aller voir le stock des autres dépôts. Je parlais tout à l'heure du minimum de commandes et du... Affecter ce stock avant. Ok, bah, je vais vous montrer ça juste après. Euh, je parlais, pardon, du minimum de commandes et du et du franco de port. On a mis l'information ici, hein, un peu partout. Et en fait, tout au long du flux, quand vous êtes dans client, en tête, article, fin, on vous affiche maintenant en version 15 le minimum de commandes et le franco. Ok. Avant, il fallait le chercher un petit peu partout, sauf dans l'écran que je vous ai montré juste avant, quand je suis en partie ambition de commande réappro automatique ou manuel, où là, effectivement, on a tout de suite l'info. Là, on l'a mis tout au long du flux, entre guillemets, quand vous passez votre commande. Et du coup, il est encore une fois, il est en rouge quand vous n'avez pas atteint l'un des deux, et il est en noir dans le sens écriture assez classique. Parce que vous avez, en l'occurrence, là, ici, mon minimum de commande est de 1000 et mon franco est de 1500, je les ai atteints, il est plus en rouge, voilà. Ok. Moi, je vais pas trop entrer dans le détail. C'était le dernier que je voulais vous montrer sur la partie achat. Euh, le stock d'un autre dépôt. Je finirai hein, sur l'affectation des stocks dépôt à la commande. Je vous montrerai en live dans le logiciel comment ça marche. On enchaîne ensuite sur structurer sa base d'articles et maîtriser les conditions tarifaires. Donc, plusieurs nouveautés pour structurer les articles. Donc, pourquoi on fait ça? On évite les doublons, les incohérences, on gagne du temps dans la recherche d'articles, on facilite l'analyse des ventes. Quelques bonnes pratiques hein, pour une base de données bien organisée, une nomenclature claire, des articles, par exemple le carreau 30-30 beige c'est trop vague, carreau céramique 30 beige mat avec la référence, ça c'est un nom structuré. On crée une logique de codification basée sur les caractéristiques importantes, catégories, matériaux, dimensions, couleurs, voilà, ça c'est les bases pour structurer sa fiche article. Voilà. Si vous n'avez pas l'habitude de codifier ça, pour ceux qui n'utilisent pas encore le logiciel ou qui utilisent un autre logiciel, bon, je pense que ceux qui utilisent Ruby, Open Entreprise et qui sont en train de migrer sur Negos, je n'ai pas de doute sur le fait que vos articles sont bien structurés. Peut-être pas tout à fait comme dans Negos, mais j'ai pas de doute sur le fait qu'ils sont bien structurés. Une des nouveautés quand même pour pouvoir structurer sa base article et pouvoir aller faire des recherches et pouvoir complémenter notamment la fiche article, mais pas que, c'est l'utilisation des champs dynamiques. Alors, pour ceux qui utilisent déjà les champs de critères, qui sont des critères libres, et qui peut-être sont limités, parce que ça arrive que, je sais plus, il y en a 5 ou 6 des critères, euh, ça arrive que ce soit limité. Il y a une nouveauté, c'est vous pouvez créer vos propres champs. Alors, c'est limité, on vous donne un cadre, mais on peut faire ce qu'on appelle des formulaires. Donc ici, je suis dans une fiche article, très simplement, dans sélection, il y a la partie formulaire. Alors, je vous passe l'étape de création du formulaire. Ça, si vous avez besoin, vous pouvez demander à un chef de projet de vous accompagner sur cette partie-là. Mais ça permet d'ajouter des infos spécifiques à votre activité, par exemple une résistance thermique, une certification, améliorer la recherche et le filtrage, puisque l'ensemble des champs qui sont créés sont requêtables. Par exemple, j'ajoute un champ de dynamique, classe de résistance pour les matériaux de construction. Je filtre sur des articles dont la dimension selon les dispos et les dimensions. On utilise les champs dynamiques pour mieux structurer les données et les exploiter. Alors, c'est des champs dynamiques dans le sens où je peux les synchroniser. Là, vous voyez, il y a une case à cocher qui s'appelle synchroniser avec le e-commerce. Pour ceux d'entre vous qui utilisent ou qui ont le projet d'utiliser Open e-commerce, ces champs-là, ils permettent d'enrichir aussi les fiches articles pour le site web. Quand vous exposez tout ou partie de votre catalogue sur un site internet,
Peut-être que des fois, il vous manque des champs. Vous avez des champs qui peut-être sont uniquement pour le web d'ailleurs. En l'occurrence, là ici, j'ai un champ qui est uniquement pour le e-commerce. J'ai le champ fabricant, marque et couleur surtout, que je n'ai pas dans ma base de données à négoce. J'ai besoin de la synchroniser avec le e-commerce, celle-là. Je peux le faire de manière autonome. Ok. Voilà, ça, c'est les champs dynamiques, une des grosses nouveautés de la version 15. Ensuite, je vois qu'il y a une question sur les éco-contributions. J'y viens là sur les éco-contributions. Gérer la conformité des éco-contributions. Ça, c'est aussi un gros sujet, les éco-contributions. Je ne vais pas rentrer encore dans le détail de comment on gère la REP, comment on la saisit, comment on gère pardon, les exonérations, etc. Mais il y a quand même un point que je voulais rappeler. Assurer la facturation correcte des éco-contributions est très importante. Je vois qu'il y a une question sur comment mettre l'éco-contribution en colonne dans les commandes vente. C'est effectivement une des questions. Éviter les erreurs comptables, donc attribuer automatiquement les éco-contributions aux articles qui sont concernés, gérer les exonérations spécifiques, par exemple les types de clients, clients étrangers et les clients BTP, imprimer le montant des échos sur les documents commerciaux. Effectivement, on peut le faire maintenant. C'est dans Fichier, Paramètres, Dépôt, Documents, Vente, et vous avez une partie éco-contribution avec une liste déroulante qui s'appelle Affichage en colonne. Je vais vous le montrer en live sur le logiciel, ça, parce que c'est peut-être pas très clair. Tac, tac, tac. En fait, pour pouvoir les afficher, euh, alors je ne sais plus si c'est documents ou enfin, je crois que c'est documents là. Impression. Et vous avez ici commande client, tous les utilisateurs. Non, c'est pas celui-là. Euh, je l'ai fait il y a longtemps, je ne me souviens plus. Dépôt, vente. Ici, commande. Non, c'est pas celui-là. Quand j'étais sûr que c'était. C'est dans les options. Ah, c'est là, c'est dans les options. Dans les options, sur la partie achat et vente, donc je vais aller en vente parce que c'est là que ça vous intéresse. Mon champ ici qui s'appelle quantité, unité de stockage, conditionnement, il faut ici mettre éco-contribution pour le mettre en colonne. Alors, il y a encore des nouveautés aussi dans la version 15. Il y a une nouveauté, alors elle n'est pas encore disponible, c'est dans la prochaine version, puisque si vous faites ça, ça fait sauter la colonne unité de stockage. Il me semble que c'est celle-là que ça fait sauter, puisqu'il n'y a pas la place pour tout afficher, mais ça a été amélioré, cette partie-là. Donc, dans la prochaine version, on va garder l'unité de stockage. Mais c'est ça qu'il faut faire. Donc, c'est fichier, paramètres, dépôt, document. Donc, ça, j'avais bon. Dans options, et là, ici, vous l'avez à l'achat et à la vente. Et côté vente, c'est celle-ci qu'il faut dérouler et mettre éco-contribution. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Peut-on retrouver nos champs dynamiques en statistique? Alors oui, effectivement, ça, je n'ai pas précisé, mais sur les champs dynamiques, ils sont de toute façon exploitables en statistique. Ils sont requêtables, puisqu'en fait, c'est des champs que vous créez dans la base, et donc ils sont entièrement requêtables, même avec la Strack, en fait. Lorsqu'on gère l'éco-contribution par colonne, nous n'avons plus le conditionnement. Ouais, c'est ce que je disais, en fait, ça fait sauter la colonne d'unité de conditionnement, mais ça a été corrigé là dans la prochaine version. Ça fera plus sauter l'état standard. Est-ce qu'on aura une explication de comment créer les éco-contributions, les affecter aux articles, etc. Alors, oui, on peut avoir une explication. Bon, on va être pas loin de la formation de comment affecter les éco-contributions. Désolé, mais je vais répondre à votre question par une autre question. Ça dépend dans quelle version vous êtes. Est-ce que vous voulez faire ça en V13, en V14 ou en V15? Dans quelle version vous êtes? Parce que le fonctionnement est un tout petit peu différent. C'est pas tout à fait les mêmes menus sur comment affecter la REP aux articles en fonction de la version dans laquelle vous êtes. Ça fonctionne uniquement si on n'a pas modifié nos documents. Effectivement, ça fonctionne effectivement si vous utilisez uniquement l'état standard, ce que j'ai dit sur l'éco-contribution. Mais bon, ça ne vous empêche pas en fait d'aller faire votre propre état, hein. Si vous avez besoin d'autres colonnes à afficher, à modifier, on peut faire votre propre état. J'avance, je continue parce qu'on va déborder sur le timing. La génération des conditions tarifaires depuis le devis. Une des grosses nouveautés aussi, c'est que lorsque je suis en fin
de saisie d'un devis, je peux aller chercher des conditions, dans le sens conditions tarifaires. Alors, ça existait déjà pour les commandes. Sur la V15, maintenant, on peut le faire aussi à partir des devis. Alors, ça nécessite d'avoir les droits, forcément, mais je peux générer des conditions tarifaires à partir d'un devis, aller chercher. Là, en l'occurrence, je suis sur un devis, sur un article. Je peux aller récupérer les conditions tarifaires. Je peux en créer aussi, hein. Voilà, je suis au comptoir, je suis avec un client, ou je suis au téléphone avec un client. On fait, on déroule ensemble son devis, on est bon sur les articles qu'il veut commander, on en est à l'étape de négociation du prix. Je peux générer une condition tarifaire avec ce client-là, dans le sens où je peux changer mes coefs, changer mes remises, appliquer des conditions particulières de date, de quantité. Enfin là, vous connaissez, vous savez très bien comment marchent les conditions tarifaires. Et maintenant, je peux le faire à partir du devis. Dernière partie, et après on aura fini. Je suis désolé, on a débordé complètement sur le timing, mais il y avait des questions très intéressantes auxquelles je voulais répondre. Exploiter les statistiques, forcément pour une prise de décision éclairée, il y a un certain nombre de tableaux de bord utilisateurs. Alors là, je voulais vous montrer celui-là parce que je pense que tout le monde n'utilise pas encore aujourd'hui. Euh, c'est des tableaux de bord qui sont personnalisables par utilisateur et qui s'actualisent dans le sens automatique, hein, c'est-à-dire les données elles sont mises à jour en fonction de ce qui se passe dans le logiciel. On a une gestion des statistiques qui est diverse, avec notamment, là ici je vous ai mis la fréquentation horaire, avec le nombre de passages par heure, voilà, pour savoir un peu quand est-ce que vous avez le pic. Alors, vous avez le ressenti, hein, vous savez quand est-ce que vous avez le coup de jus chez vous. C'est souvent très tôt le matin et le soir pour se réapprovisionner, pour finir le chantier. Mais des fois, c'est bien aussi d'avoir quelques stats, quelques graphiques qui ne sont pas que du ressenti, mais savoir quand est-ce qu'on a des passages en caisse. C'est très intéressant. On a un tableau de bord là, par exemple, sur les clients en dépassement, hein. Donc forcément, ça nécessite d'avoir les droits. Je parle pas de débloquer les encours, hein. Là, c'est vraiment pour avoir, savoir où en sont les clients. Vous avez la majorité des clients, là, ici, ils vous donnent une barre de progression, où il en est par rapport au crédit qui est conseillé. Voilà. Là, ici, bah, j'ai la répartition du chiffre d'affaires par article, l'évolution du chiffre d'affaires, la répartition par client, la répartition du chiffre d'affaires par article. Voilà, c'est un tableau de bord qui est assez dynamique, qu'on peut actualiser ou réinitialiser. Ça, c'est un tableau de bord utilisateur. Donc, c'est dans statistiques tableau de bord. J'enchaîne, je vois qu'il y a des questions, j'y répondrai juste à la fin. Si vous le voulez bien, je finis sur la partie statistique. On a aussi un certain nombre de comparatifs et palmarès par client. Ok, là ici, c'est sur une année avec un comparatif. Donc, c'est une vieille copie d'écran en 2014 par rapport à 2015, mais ça me permet de voir au mois le mois, si je suis en vert, si je suis en rouge, si c'est-à-dire je suis en évolution ou en régression, par rapport à mon chiffre d'affaires et à ma marge. Ok, donc là, pareil, je prends une année, une période de référence. Donc là, en l'occurrence, il me prend du 1er janvier au 31 décembre. Et je peux le voir selon la marge, selon le chiffre d'affaires et voire même les quantités pour avoir voilà, un certain nombre d'indicateurs sur l'évolution, la courbe de mon chiffre d'affaires et de ma marge au mois le mois. J'enseigne Sympathia, parce que normalement, ça, c'est un écran que vous connaissez. J'ai aussi la partie palmarès de vente. Donc là, c'est dans statistiques palmarès. Donc j'ai un palmarès achat, le top des articles achetés et le palmarès vente. Encore une fois, là, ça permet de piloter aussi si le top article, c'est un article qui est hors gamme, et qui serait intéressant de le mettre dans la gamme pour le coup. Il me donne le top 10, en l'occurrence, qui est en vert, en chiffre d'affaires et en marge. Là, il est classé par chiffre d'affaires. Ensuite, on a des stats sur les fiches articles, les fiches clients, les fiches fournisseurs, parce qu'il y a un module de statistiques, mais on a aussi des statistiques qui sont intégrées. Notamment là, ici, je suis dans une fiche article, je suis dans l'onglet statistiques. Je peux voir mon chiffre d'affaires ou ma marge avec un arrêté au mois, mon agence ou les autres dépôts. Donc là, ici, pareil, je vois ma saisonnalité. Et je peux le voir aussi comme ça au niveau du plan de vente. Ok, j'ai aussi la statistique par plan de vente à l'année. Donc là, on a une stat sur les achats, les ventes sur 3 ans, directement dans les fiches, articles, clients, fournisseurs, famille de produits, un ou plusieurs dépôts. Ok, on peut définir un mois d'arrêté. Par défaut, c'est N-1. Et c'est dispo sur les fiches, je vous dis famille, article, client, fournisseur, intervenant et représentant. Je termine, on peut faire aussi des statistiques croisées sur la partie utilisation, hein, utilisation statistique. Donc c'est une consultation simple et rapide en fait des articles qui sont les plus vendus. Ça permet en fait le référencement des articles hors gamme en fonction des différents critères.
les quantités vendues, le nombre de passages, la marge. Voilà, c'est vraiment le nombre, voilà, je dis quantité vendue, nombre de passages, chiffre d'affaires, marge. Et dire, voilà, cet article-là, pour le coup, je le mettrais bien dans la gamme. Et on a la même chose aussi côté client, la visualisation des clients, et on va acheter le produit avec des données qui sont identiques, la marge, le chiffre d'affaires, la quantité, le nombre de passages, ok, en cliquant ici sur client. Ensuite, je termine promotion publicité quand on parlait des articles peut-être qui sont en classe C où ça nécessite de faire soit un déstockage, soit une promo. Je peux le faire ici, hein. Donc là, je suis dans communication, publicité. Je peux faire une promotion. En l'occurrence, là, j'ai fait un exemple d'une promotion annuelle avec, qui sont associées à des conditions tarifaires à une publicité. En l'occurrence, ici, sur mon article, j'ai fait une remise de 10% sur le tarif appliqué. Et je peux même aller chercher des statistiques sur la rentabilité de la publicité. Voilà, je vais donner une date, donc là, l'occurrence du 1er au 31 décembre. Je fais 10% de cet article-là, et après, alors, je suis désolé, la copie d'écran est un peu petite, mais je peux voir mon chiffre d'affaires, ma quantité, ma marge, et ma marge en pourcentage sur